Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder traite de sujets difficiles. Il sera question de discrimination, de violence envers des personnes handicapées, des propos capacitistes vont être tenus pendant la première partie de cette vidéo. Il sera également question de problèmes sociétaux, d'exclusion. Si pour vous ces sujets sont trop difficiles, mettez de côté cette vidéo et ne la regardez pas pour le moment. Mais les infos. Voici vos nouvelles. On va parler de Mélenchon, je pense. Allez-y, le procès Mélenchon. Mais Vous avez suivi ça. Mais Mélenchon, c'est-à-dire que quand on voit le paysage politique actuel, y compris le pouvoir, c'est quand même. J'aurais pas être pessimiste, hein. Mais on est dans la merde là quand même. Hein. Ça va très très mal. L'opposition, il y en a plus. Enfin, la droite, le seul espoir qui reste, c'est peut-être Chirac. Non, et Mélenchon, moi je dis ça en fait, ça pourrait être un sujet du bac, Mélenchon. Ah bon? Oui, sujet du bac en histoire. Voilà. Quand vous faites 19,6% à la présidentielle, 11% aux législatives, 6% aux européennes, est-ce la bonne stratégie? Le séminaire Macron sur l'immigration. Oui, non mais Macron m'inspire énormément. De toute façon, c'est une. Moi, je résume cet homme en une phrase. À quoi ça sert d'être aussi brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Voilà, voilà. Pour moi, ce mec est un déséquilibré. Mais je le dis sur scène, hein, c'est pas moi qui le dis sur faudrait s'intéresser, que les gens s'intéressent à ça. Les psychiatres le disent. Il ne faut pas les écouter. C'est un déséquilibré, c'est un psychopathe. C'est un déséquilibré. Ah oui, nous sommes dirigés par un grand malade. Il ne faut pas les prendre au premier degré. Voilà, il y en a aussi dans l'opposition. Hein. Stop. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de races blanches dans ce wagon. Là, avec eux, et nous, ça fait 4. L'autre, là... Ah, moi, ça compte pas vraiment, parce que tu vois... Il est pas tout à fait, il est handicapé quand même, donc... Reste calme. La journée va bien se passer. Tu respires à grands coups, tu avances et tout ira pour le mieux. Bonjour Monsieur Vador, je me présente Marc Vanterpreut des entreprises Vanterpreut et Fils. Je vous laisse vous présenter et m'expliquer ce que vous attendez précisément de cet entretien. Bonjour, oui, j'ai vu votre annonce sur internet. Vous recherchiez un développeur web, donc je vous ai envoyé un CV il y a pas très longtemps et je venais un petit peu aux nouvelles. Vous avez vu notre annonce? Mais comment est-ce possible? Je veux dire, n'êtes-vous pas aveugle? Oui, en fait, j'ai utilisé ce qu'on appelle un screen reader. C'est un outil qui permet de lire les écrans pour les non-voyants, qui m'a permis de voir toutes les informations sur votre entreprise, sur votre site web directement. Bien, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais passons là-dessus et voyons un petit peu votre CV. Je dois l'avoir quelque part par ici. Oui, voilà. Alors, je lis ici que vous avez déjà répondu à un certain nombre d'offres telles que la nôtre, mais bon, nous cherchons évidemment quelqu'un qui ait quelques compétences bien particulières. Que pouvez-vous me dire des architectures sur lesquelles vous avez déjà travaillé et à quel point vous les maîtrisez? Alors pour l'instant, l'architecture que j'ai le plus utilisée principalement c'est MVC. Bien, d'accord, excusez-moi, je suis certainement un peu envahissant, mais
comment faites-vous pour vos déplacements, pour gérer votre environnement? Parce qu'évidemment, cette entreprise n'est pas exactement adaptée aux comme vous, j'imagine. Ah, j'ai été dans un centre spécialisé, on m'a appris les techniques de locomotion, ce qui me permet de me déplacer dans la vie de tous les jours sans problème. Bien, de toute manière, je pense que nous pourrions engager votre infirmière personnelle pour vous aider. À votre connaissance, existe-t-il quelques aides de l'État ou autres que nous pourrions utiliser dans cette optique? Ah mais j'aurais pas besoin d'infirmière, d'ailleurs j'en ai pas au quotidien, je me débrouille simplement avec les techniques de locomotion et les différentes astuces qu'on utilise au quotidien en tant que non-voyant, parce qu'il n'y a pas spécialement besoin d'un personnel supplémentaire. Bien, alors revenons un petit peu sur votre CV. Je lis ici que vous êtes Bac+2, vous m'avez vous-même dit que vous utilisez principalement MVC. Quel langage informatique êtes-vous habitué à utiliser? Principalement j'ai fait du PHP orienté objet, après je peux aussi gérer des bases de données avec MySQL. Dans mes temps libres, sinon je me suis un petit peu amusé à faire du Python, Java, j'ai quelques connaissances en C++ aussi. D'accord, et quand on en arrive au côté pratique de tout cela, qui s'occuperait de taper sur le clavier à votre place si vous n'avez pas d'infirmière? Seriez-vous capable d'utiliser un clavier? Ça me paraît quand même compliqué sans y voir. Je veux dire, moi-même, si je n'avais pas la vue, je n'imagine absolument pas utiliser mon clavier au quotidien sans pouvoir regarder les touches et l'endroit où je mets les doigts. Sans mauvaise pensée, n'est-ce pas? Non, j'utilise directement la dactylographie avec un clavier standard. J'ai appris le clavier par cœur, ce qui me permet de me repérer tout seul, sans aide particulière. Oui, monsieur Vador, vous me semblez être un handicapé particulièrement courageux et travailleur. Je pense qu'il est tout à fait envisageable que nous vous donnions le poste. Attendez-vous donc à recevoir de nos nouvelles très vite. Et sur ce, nous allons pouvoir mettre fin à cet entretien. Ceci dit, j'ai quand même quelque chose à vous transmettre. Voici. Il s'agit bien sûr de la documentation de notre entreprise. Vous y trouverez le plan qui vous permettra de vous orienter sur le terrain et dans les bâtiments eux-mêmes. Lors de votre premier jour, vous n'aurez qu'à suivre les différents trajets. Ils sont marqués en couleur en fonction de où ils mènent. Vous trouverez la légende juste à côté du plan. Ensuite, vous trouvez un certain nombre de documentations différentes sur les projets de l'entreprise et sur ce qu'on attendra exactement de vous. Hormis données confidentielles, évidemment. Tout cela vous sera transmis une fois votre embauche confirmée et lorsque vous serez parmi nous en tant qu'employé de notre merveilleuse entreprise, bien sûr. D'accord, ça marche. Bon je les passerai avec un scanner pour essayer de les envoyer à un serveur de reconnaissance optique de caractère. Je pense que je devrais pouvoir les faire lire par une intelligence artificielle de reconnaissance de texte. Bien. Sur ce, monsieur Vador, je vous souhaite une excellente journée et surtout, si votre téléphone sonne et qu'un numéro inconnu s'affiche, ou même qu'il s'affiche comme masqué, surtout répondez. Je sais bien que parfois c'est de la pub, mais pour le coup ça pourrait bien être nous. Il sera tout de même dommage que vous passiez à côté d'un tel travail, n'est-ce pas? Je veux dire, en tant qu'handicapé, ce n'est certainement pas quelque chose de courant, n'est-ce pas? Oui, bon. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, monsieur Vador. Merci. J'attends l'appel, pas de souci. Merci. Au revoir. Ah putain, j'en ai marre d'attendre. Bonjour. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Je vais prendre un sandwich s'il vous plaît. Un sandwich au jambon beurre? Tout de suite monsieur. Ah t'as vu, ils ont changé ce truc là. En parlant de truc, t'as vu la tête du gars devant? Ah ouais? C'est un aveugle? Non, c'est pas un aveugle, non. Je pense qu'il a vraiment, littéralement été shooté par une voiture. Ah ouais, j'ai entendu dire que les aveugles étaient un petit peu... Tu vois quoi. J'ai envie de te dire, tu sais, quand t'es un peu fou, t'as des filles qui se touchent, mais comme on a vu, ses yeux, ils font pas la connexion avec. Ah, ça me paraît beau, quoi. Reste calme. Faut pas faire attention à ce qu'ils disent. Tu dois faire ta journée calmement. C'est qu'une blague. Allez. On reste calme, sourions, tout va bien, tout va bien. Et je comprends pas qu'ils acceptent une personne comme ça dans la boulangerie. Oh, tu sais, ils sont obligés maintenant, mais bon. Une boisson peut-être avec ceci monsieur? Oh, un croissant en dessert, ça sera parfait.
2,50 € alors, s'il vous plaît. Merci, bonne journée à vous. Quelle journée. Allô? Eh, salut. Alors ce job? Bah, pas trop mal. Cool! Dis, tu ferais quoi cet après-midi? Ça te dirait une petite sortie centre commercial? Cet après-midi? Ouais, je voulais acheter une nouvelle veste. Ok. Ça marche, à tout à l'heure. Voilà. Ok. Eh, je suis là. Alors, on est prêt? On y va? Ouais. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Tu voulais une veste? Ouais. Il aime quelle couleur? Noir comme d'hab, je parie. Ouais, comme d'hab. Ouais, noir. Oui, un instant. Vous pensez que ça peut lui plaire? Je sais pas. Il en pense quoi, papy? Ça m'a l'air pas mal. Je valide, grand-père. Jeune homme, je vous trouve quand même franchement désobligeant. Ouais, on va dire que c'est bon. Merci, bonne journée. Ouais, bonne journée. Alors, voyons voir. Gueule. Alors, votre recherche. Oh, bon, on va taper après une journée de comme celle-là. Divertissement. Alors, autisme challenge. Vous aussi, filmez-vous en imitant les Mongoliens. Reste calme. Tout ira pour le mieux. Reste calme. Il ne faut pas la perdre. Non, c'est rien ça. Continue, tu avances, tu nages. Tu vas vite. Reste calme. Motive. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Excusez-moi, monsieur. Vous vous habillez quand même super bien pour un aveugle. Burn, motherfucker. Bonjour monsieur, nous sommes désolés, et sachez que nous comprenons la gêne occasionnée et nous en excusons. Sachez que notre équipe de développement est petite, et que malheureusement, l'accessibilité n'est pas une priorité. En effet, vous faites partie d'une minorité d'utilisateurs, et il y a des problèmes plus importants pour l'instant à régler. Nous espérons que vous comprenez. Tu sais, moi je me lève tous les jours pour aller bosser. Pendant ce temps, les handicapés, ils restent chez eux, ils foutent rien de la journée, et ils sont payés. En plus avec mon argent, en même temps je me sentirais pas de travailler avec un handicapé. Regarde, des tandems. Ça doit être marrant comme truc. Imagine, toi tu ferais le normal devant, et moi je ferais le mongolien derrière. Burn, motherfucker. Pour la fois, j'entends tu réfléchis trop. Tu blablates trop. C'est un courant de pensée philosophique. C'est pas la réalité. La plupart des gens qui sont autour de toi,
Ils sont bêtes et stupides comme leurs pieds. On n'est pas dans la romance. Vous savez, dans vos centres pour handicapés, vous êtes dans des petits chaussons, dehors, c'est pas la même chose. C'est pas au monde de s'adapter, le monde change pas, c'est à vous de vous adapter. Moi au début quand j'ai pris la décision de prendre des stagiaires handicapés, les gens étaient choqués. Et puis au bout d'un moment, on venait me voir en me disant « Waouh, ils sont propres tes aveugles, ils mangent bien et tout ». C'était un peu comme l'attraction de l'entreprise. Les gens venaient les voir manger, les regarder travailler. Quelqu'un peut me donner la réponse? Vous voyez, même lui qui est handicapé, il l'a trouvé. Faut vous réveiller un peu là. Rêve, c'est tellement bien ce que tu fais. Franchement, ton contenu sur YouTube. En plus, t'es handicapé. Franchement, ce que tu fais, c'est super intéressant. C'est unique. Ça apprend des trucs. C'est chouette. En plus, t'es handicapé, alors franchement. Ce que je fais, c'est génial. Parce que c'est exceptionnel, c'est cool, c'est intéressant. Parce que là, je pense que ton terme validisme et ta manière de penser de validisme, c'est totalement mais ridicule. J'ai l'impression que tu ne regardes pas ce qui se passe autour de toi. Là, je me suis fait virer hier par Mister Balek du groupe. Je m'en fiche que je vois que vous êtes fermé. Vous vous renfermez dans votre situation de pauvreté. Vous voulez que les gens se plaignent? Faut arrêter, tu vois, faut arrêter de se plaindre. Est-ce que tu peux sortir avec un handicapé? Non, je pense pas. Franchement, je vais pas mentir, mais voilà, je pense pas. Si c'est mental, ouais, c'est plus compliqué. Moi, perso, je pourrais pas. Je pense pas, non, clairement non. En fait, j'aurais trop pitié d'elle, donc je la verrai pas comme ma meuf, on va dire. Quand t'es handicapé, ça dépend de ton handicap. Il y a certaines personnes qui sont assistées. Parce que au quotidien, c'est dur. Tu préfères sortir avec un handicapé ou un SDF? Un handicapé, pareil. S'il y a vraiment à choisir l'handicap. Parce que les SDF, je trouve que... Enfin, on est dans une société où si tu as toujours des moyens de t'en sortir. D'accord. Donc à partir de là, c'est qu'on appelle les mêmes mentalités. Voilà. Parce qu'un SDF, je sais pas, ça veut dire qu'il a pas de travail, ça veut dire qu'il a pas de responsabilité, qu'il a rien, quoi. Parce qu'un handicapé, il va quand même avoir une situation, il va avoir... il va faire tout pour se débrouiller dans la vie, quoi. C'est vrai que quand on a un handicap, c'est compliqué de s'en sortir. D'accord. Alors que quand on est SDF, justement, en plus, on a tous les moyens de s'en sortir et... Enfin, surtout qu'on est en France, en plus, c'est bête de se retrouver du jour au lendemain comme ça, ça rien. Moi, je préfère sortir avec un handicapé parce qu'un SDF, je sais pas, peut-être qu'il a des maladies, c'est pas question d'argent ou pas. Mais la plupart des SDF, ils ont des maladies parce qu'ils dorment dans la rue. Je peux pas, en fait, franchement, je peux pas. Handicapé, il est malade lui aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Enfin, je pense que quand t'es SDF, il y a plus de trucs horribles qui t'arrivent. D'accord. Et après, tu peux plus avoir dans ton cerveau et tout ça, tu vois, genre plus des traumatismes et tout ça, qui fait que ça serait plus dur d'être en couple avec un SDF. Un handicapé, tu peux être handicapé et t'es rien arrivé de mauvais dans la vie, tu vois. Je sais pas, parce que je m'occuperai de lui, voilà. Je prendrai soin de lui et tout, je ferai que sa vie elle soit mieux. Un SDF, parce que je peux le remonter sur le droit chemin après. Alors qu'un handicapé, c'est compliqué. Parce que je peux l'aider, parce que peut-être dans son ancienne vie, elle était bien financièrement. Et c'est pas parce qu'elle est SDF qu'il faut la virer de la société en fait. Parce que s'il est avec moi, il sera plus SDF. En France, un arabe, c'est plus une origine, c'est un handicap. D'ailleurs, arabes et mongoliens, c'est devenu pareil. On les regarde bizarre dans la rue, ils ont du mal à trouver du travail et tout le monde a peur quand ils conduisent un camion. En fait, la seule différence entre les arabes et les mongoliens, c'est que les mongoliens sont très bien représentés à l'Assemblée nationale. The roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker! Let's go! Let's go!
me tenaient pour mort, alors ils ont enveloppé mon corps dans un genre de sac à viande direction l'underground. Et alors qu'ils descendent mes restes dans la fosse sordide et moite, et qu'ils m'enterrent en vitesse, mon cœur recommence à battre. Mes yeux éteints se mettent à voir des formes inconnues dans le noir. Et mes oreilles entendent des démons qui scandent. Les caméras n'aiment pas descendre sous les décombres où il fait sombre. Parmi les fantômes et les crânes, je m'enfonce dans l'underground. Je m'enfonce dans l'underground. Ça suffit. Il est temps que je revienne. Je reprends forme sur Internet. Je traverse une réalité. Et enfin, me voici. Bah ça va mieux quand même, content de vous retrouver. On va essayer aujourd'hui de parler un petit peu de ce que c'est que le validisme. On va essayer de l'expliquer et de dire aussi un peu pourquoi des fois l'utilisation du mot validisme est un problème. Les plus perspicaces d'entre nous auront reconnu Jean-Marie Le Pen, le fameux Jeanne au secours. Pourquoi ? Notre cher Jean-Marie est tout simplement le plus grand expert de la pensée essentialiste. Ce qui me permet de vous expliquer ce que c'est. La pensée essentialiste découle des origines, des commencements de la réflexion humaine, qui nous permet en fait de classer les choses dans des groupes. Une pomme, c'est un fruit généralement rond et qui est comestible, qui nous sert donc à nous alimenter et à survivre. Tous les fruits ronds comestibles ayant les caractéristiques de la pomme sont donc des pommes. Ça pose de soucis à personne. Évidemment, l'essentialiste ne s'est jamais arrêté là et on a commencé à l'appliquer aussi aux humains qui nous entouraient. Et donc, pourquoi Jean-Marie Le Pen ? La forme la plus connue à l'heure actuelle d'essentialisme et la plus surveillée, c'est pas un mal d'ailleurs, le racisme. Pour ceux qui douteraient encore de l'existence du racisme aujourd'hui, qu'est-ce que le racisme ? Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. En très gros, puisque je vais pas vocation à expliquer dans cette vidéo ce que c'est en profondeur. Le racisme, c'est attribuer à un groupe de personnes, selon leur origine ou leur couleur de peau, etc., un certain nombre de caractéristiques bonnes ou mauvaises, et on présume que toutes les personnes issues du même groupe auront toutes ces caractéristiques, et seulement ces caractéristiques. La pensée essentialiste, en fait, c'est l'origine de beaucoup de discrimination dans notre société. Que ce soit pour votre religion, pour votre couleur de peau, votre origine géographique, vos choix de vie, pour votre handicap, que ce soit pour votre genre, pour votre classe sociale, etc., etc. Regardez quelques chiffres, quelques données sur la discrimination à l'embauche. Vous verrez que c'est la place forte de la pensée essentialiste primaire. Et donc aujourd'hui, on dit les gros mots. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, dont on ne parle jamais, ou alors que dans les trucs militants, que même Madame Cluzel ne reconnaît pas? Parce qu'aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Warning. Aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Alors les alors qu'elle est secrétaire aux personnes handicapées. Le validisme, c'est le cousin du racisme, mais non pas avec une origine, mais avec le handicap ou les capacités supposées cognitives et physiques, etc. Ce qui est bien avec le validisme, c'est qu'il prend nombre de formes, allant de la plus ouvertement crasse à la plus subtile. Tout d'abord, on pourra noter l'eugénisme. C'est une utopie selon laquelle on pourrait éradiquer le handicap en faisant avorter toutes les personnes portant un embryon susceptible de développer un handicap. Comme ça, pas d'handicapés. Pas de chocolat. Pas de problème. Ça, c'est le pendant du renvoyer-les chez eux qui vient du racisme.
il y a des formes beaucoup plus subtiles. On notera que dans certaines cultures, la personne handicapée est vue comme une sorte d'ange, voire même elle porte bonheur. C'est-à-dire que si vous avez une personne handicapée autour de vous, que vous en prenez soin, d'une certaine manière, ça vous porte bonheur. Ce qui arrive tout simplement, c'est que la personne se retrouve empêchée de vivre sa vie, on l'empêche de trouver son autonomie, et on la garde bien au chaud à la maison pour faire plein de bonnes actions et s'en occuper. Comme ça, on a un ticket en classe affaires pour le paradis. Ce sont des cas qui peuvent arriver et qui arrivent dans le monde. Comme vous le voyez, le capacitisme est partout autour de la planète et il peut prendre toutes les formes. De la forme entre guillemets génocidaire, où on vous tue avant même que vous ayez eu le temps d'exister vraiment, à la forme la plus bienveillante, où on vous enferme et on vous séquestre à vie en tant que réceptacle à pitié. Mais si c'était tout. Le validisme aujourd'hui, c'est une forme de discrimination tellement courante et tellement implantée dans notre société qu'elle est même enseignée à l'école, qu'elle est même enseignée de manière involontaire totale aux parents d'enfants handicapés, par les parents aux enfants handicapés, et souvent même les associations qui luttent pour les personnes handicapées finissent par tomber dans le validisme et en fait le répandre à foison autour d'elles, nous enfermant dans un véritable cercle vicieux bien pourri. Ce que fait le capacitisme, c'est que petit à petit, il vous déshumanise, il vous pousse dans la case handicapé, c'est-à-dire qu'après vous ne serez plus un citoyen à part entière, vous serez un handicapé. On pourra choisir par exemple de ne construire que 20% de logements neufs adaptés aux personnes handicapées, privant par le même coup de chances de manière invraisemblable, puisqu'il suffit de compter de telle ou telle manière le fameux pourcentage pour inciter les régions à faire créer des petits quartiers pour handicapés tout accessibles, en rendant accessible uniquement ce coin-là de la ville, et où progressivement on pourra les couper du monde des valides. Ça va aussi avoir comme impact de faire que toutes les personnes handicapées qui ont de la famille qui vivent dans un logement inaccessible, ou des amis dans un logement inaccessible, ne pourront tout simplement pas aller les voir, ou en tout cas pas facilement. Ça nécessitera souvent de s'épuiser, ça viendrait à l'idée de personne de valide de s'infliger ça. Soyons honnêtes 2 secondes, personne n'irait s'infliger une semaine d'alitement juste pour aller boire le café avec Tati Daniel. Voilà un effet concret du capacitisme dans la vie de tous les jours. Quand la personne en charge des dossiers des personnes handicapées est capacitiste elle-même, forcément, on ne peut que marcher sur la tête. Prenez la sortie du calcul de l'AAH des revenus du conjoint. La situation, elle est claire, elle est simple. Elle a réuni dans un accord commun la droite, la gauche, alors que même la gauche est un foutu de s'entendre entre gens de gauche. C'est pour vous dire, vous avez vu l'état de la gauche en France, aucun parti de gauche n'est foutu de s'entendre sur rien. Alors, pour le coup, ils se sont même entendus avec l'extrême droite. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y avait encore une question à se poser à partir de ce moment-là? Et non pourtant, qui est fermement opposé à la sortie du calcul de l'AAH des revenus du conjoint? Notre chère Madame Cluzel, qui est en charge des personnes handicapées. C'est chouette. Elle mériterait une vidéo à elle toute seule, avec tous les mensonges et toutes les conneries qu'elle a pu nous sortir. On sait que le fait que les revenus de la personne handicapée baissent du moment qu'elle se met en couple avec quelqu'un qui gagne un salaire, ça crée des situations pourries à n'en plus finir. On le sait, la plus évidente, ce sont par exemple pour les conjoints et les conjointes victimes de violences. Si vous êtes chez une personne qui est violente avec vous, qui vous fait du mal jour après jour et qui met votre vie en danger, mais qu'en attendant, pour vous enfuir, ça nécessite de perdre toute capacité financière et de devoir attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus, que la CAF daigne faire ses dossiers et se sortir les doigts du et enfin signer les accords pour enfin vous mettre en attente de versement et pour que, à peu près 6 mois plus tard, vous puissiez enfin retoucher un revenu, comment voulez-vous que ces personnes-là qui n'ont pas un rond de côté puissent s'échapper d'une telle situation? Si vous n'avez pas derrière une famille qui pourrait vous accueillir quelques mois, ou si la maison de votre famille est complètement inaccessible et que vous ne pouvez pas y vivre, où voulez-vous aller? Rue des Potiers. Rue des Potiers. Non, rue des Potiers. Rue du Pont-Levis. Rue des Potiers. Et donc vous restez la personne chargée de nous représenter, de défendre nos droits, de défendre notre citoyenneté, et gentiment en train de nous enterrer à grands coups de pelle dans la tronche, dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, c'est pas pour dire, mais quand l'AVH se réjouit d'avance en disant que ça y est, c'est fait, ils ont gagné et qu'ils ont tout fait, et que ça y est, la pétition est passée, etc., en faisant passer un courrier notamment au président de région, en leur disant que ça y est, la déconjugalisation c'est fait, etc., alors que c'est faux, la pétition est encore à signer, privant ainsi la dite pétition de nombre de signatures parce que du coup les gens sont convaincus que c'est déjà fait et qu'il n'y a plus besoin. C'est pas vraiment ce qu'on appellera lutter pour nos droits, les gars. Ça, c'était au minimum foutrement maladroit. Je sais que beaucoup de gens vont se reconnaître dans la description du capacitisme, vont se dire merde, j'en ai déjà dit. Le capacitisme est tellement répandu à l'heure qu'il est mathématiquement impossible que vous ne l'ayez jamais été. Personne quasiment ne sait ce que c'est dans la vie de tous les jours. Les associations qui sont censées nous représenter, au lieu de parler de cette discrimination majeure et de parler du problème complètement vital, puisqu'aujourd'hui, quand on tue un enfant handicapé, on peut encore parler de lui offrir la mort. And now you're going to die. Montrez à quel point vous êtes content.
Et la plupart des gens, ce qu'ils font, quand ils veulent montrer qu'ils sont contents, bah ils crient. Si vous vous reconnaissez dans une de ces descriptions du capacitisme, sachez que c'est normal et que l'erreur est humaine. Par contre, persister dans l'erreur est diabolique. J'aimerais faire une petite parenthèse sur pourquoi, selon moi, on devrait tous essayer de dire capacitisme. Parce que, bien que j'utilise souvent moi-même cette expression de validisme et que je comprends son intérêt dans le monde militant, j'ai remarqué une chose. Déjà entre les personnes handicapées, mais aussi et surtout avec des personnes valides, lorsqu'on emploie le terme validisme, tout de suite on polarise les débats. Quand on va parler de validisme, on va se retrouver non pas à expliquer ou à débattre, mais à tenter de convaincre un adversaire. Parce que les personnes vont se sentir agressées dans leur validité. Je sais pas comment dire ça autrement. Et ce faisant, le débat ne passera plus. L'exemple typique, c'est Monsieur Z, qui vient me demander en privé ce qu'est le validisme. Quand je lui explique, me dit que mes vidéos font peur aux gens et qu'il faudrait que je ferme ma gueule et que je quitte YouTube. Au-delà du fait que oui, mais non merci, j'ai bien constaté tout de suite que dès que j'ai employé le mot validisme et que j'ai essayé de le décrire, en fait, il n'a plus rien écouté de ce que je lui expliquais. Peut-être que si j'avais parlé avec Monsieur Z de capacitisme, la chose aurait été différente. J'en suis pas sûr. Bon, je serais curieux de voir vos commentaires. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Toutes les formes de capacitisme qui manquent selon vous dans la première partie de cette vidéo. Parce que j'avais pas fini d'écrire et de prévoir une petite scénette que paf, une autre forme de capacitisme était mise au jour. La base virale VPS a été mise à jour. Et explosait sur internet. Un élément suspect a été détecté. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Une menace, une menace, une... Alors j'aurais pu y passer des semaines, la vidéo aurait fait des heures, et je suis même pas sûr que j'aurais pu m'arrêter un jour de tourner cette vidéo. Il a fallu forcément tronquer, et je ne peux pas parler de tout dans cette vidéo, d'autant parce que ça fait très longtemps que j'attends qu'elle sorte, et que j'aimerais parler d'autres sujets maintenant aussi, parce que le sujet du validisme a été déjà très bien abordé sur nombre de chaînes. Tant qu'on est là, j'aimerais aussi faire un petit crochet sur un truc que je vois souvent passer, notamment chez les zététiciens. Et bon Dieu que les zététiciens qui font ça, surtout quand vous réclamez de la science et de la zététique, j'ai envie de vous attraper par le lobe de l'oreille et de vous faire tourner tellement vite que vous vous transformerez en hélicoptère. Parce que me parler de sélection naturelle quand un individu fait quelque chose que vous jugez stupide, je trouve ça mais d'un ridicule, surtout pour des gens qui se revendiquent de la science, de l'esprit critique, du rationalisme et du progressisme. Quand vous voyez un ado se laisser embringuer dans un challenge pourri et mettre sa santé en jeu et finir par se blesser, quand vous utilisez le mot sélection naturelle, il me semblait pourtant que nous autres, zététiciens et sceptiques, étions pour le progrès, pour la science, et donc pour quelque chose qui, par essence, va un peu contre la sélection naturelle, puisque faire survivre des gens alors que la nature aurait décidé bon de les tuer, je pense pas que ce soit vraiment l'idée qu'on puisse se faire de la sélection naturelle. Moi, entre autres qui vous parle, j'ai tiré une carte chance. C'était ne passez pas par la case départ, allez directement en maladie mortelle. Si la science, le progrès technologique, les connaissances et entre autres Marie Curie n'avaient pas existé, à l'heure actuelle, je serais soit mort, soit pas en état de fonctionner suffisamment pour pouvoir faire cette vidéo. Et bien sûr, j'emploie le terme choc, mais voilà, vous me comprenez. Soit je serais pas en état physique de le faire. Quand j'entends parler de sélection naturelle, surtout pour des gens qui se réclament de la science, ça me fait doucement rigoler. Pour parler un petit peu d'un autre grand problème dans le capacitisme, je vous mets maintenant un petit extrait de la chaîne d'Angie Brechka, qui est une collègue militante, qui elle est autiste, et qui vous propose un contenu que je trouve très qualitatif. Alors je vous drop ici tout de suite un petit extrait, ça parle du Téléthon. Évidemment c'est un extrait, alors je ne peux que vous encourager de toutes mes forces à aller voir la vidéo d'origine, parce que sans ça, il vous manquera nombre d'informations. C'est parti. J'agis avec Angie. Sur chaque émission, on retrouve sur le plateau des célébrités aux côtés d'enfants handicapés. Et tout le monde fait des appels aux dons et tout pour gagner de l'argent. Lubac a découpé le temps d'antenne de l'émission. Selon lui, le Téléthon se compose de 14% de temps sur la recherche, 22% sur la vie quotidienne des malades, on va revenir dessus, et 64% sur du divertissement. Pour les 14% de temps consacrés à la recherche, on vend le mythe du miracle qui rendrait les personnes handicapées valides et les guérirait. Jacques Testard, biologiste, donc son métier est identique aux chercheurs travaillant pour le Téléthon, déclare même que les messages d'espoir autour de la guérison si les gens donnent de l'argent sont mensongers et montre à quel point ils sont prêts à aller. Par exemple, il évoque le fait qu'il y a 15 ans déjà, le fondateur du Téléthon était arrivé sur le plateau en brandissant une fiole et en disant « Voilà, grâce à vous, aux sous que vous avez donnés l'année dernière, on a le remède. Il est là. » Et cette année,
on va pouvoir guérir. Ce qui bien sûr était faux. Pour les 22% de la vie quotidienne, je regardais les reportages diffusés par la FM Téléthon. Et sa grande surprise, c'est de l'inspiration porn. Il s'agit de miser sur le pathos que inspire la situation, ce qui a comme conséquence de détourner les vrais problèmes que vivent les personnes handicapées. Un très bon exemple que donne Elisa Rojas, militante handicapée et avocate, lorsqu'une personne handicapée, souvent un enfant, sur le Téléthon vous dit « À cause de mon handicap, je ne peux pas aller à l'école », personne sur le plateau ne va se demander pourquoi. Il est handicapé, sa vie est donc forcément horrible. Pourquoi questionner le problème d'inclusion scolaire quand on peut faire pleurer dans les chaumières, vendre de la pitié aux spectateurs et les supplier de donner de l'argent pour cet enfant? Ben oui, pourquoi rendre ça politique? Et pourquoi changer de manière de traiter les personnes handicapées, particulièrement dans le cadre des enfants? Chaque Techstar parle notamment d'une édition il y a une douzaine d'années où le Téléthon avait présenté des enfants valides, de beaux boulons, avec une image parfaite du parfait enfant appelé Bébéton. Qui était là pour dire ils étaient nés parce qu'on avait évité une grossesse d'un embryon porteur d'une maladie, ce qui est totalement de l'eugénisme, rien qu'à la forme et l'idée derrière sur l'image cliché de la perfection de l'enfant valide, qui existe parce que l'enfant handicapé, lui, n'existe plus, et qui me rappelle fortement une période pas si lointaine qui pareil présentait des enfants parfaits, l'uniforme militaire en moins, c'est extrêmement malsain et glaçant. Et la biologiste confirme que le Téléthon vise une politique eugéniste, visant à n'avoir plus que des gens valides, et ne cherche pas seulement à effacer les myopathies, mais tous les handicaps en général, tout en rappelant que de toute manière c'est impossible. Il parle d'ailleurs d'éradiquer. Pour rester avec les enfants, ceux-ci sont instrumentalisés pour servir de faire valoir et faire pitié au public, car rien de plus triste que des enfants handicapés pour faire pleurer dans les chaumières. Et vous avez des témoignages de ces enfants appelés aux USA enfants posters qui sont pas très joyeux quant aux conséquences de tout ça. Toujours pareil, on fait le rapprochement que rien n'est pire qu'un gosse handicapé. Des personnes directement concernées par le Téléthon ayant des myopathies dénoncent les actes du Téléthon. Il parle notamment de la sélection des enfants présents dans le Téléthon. Ainsi, les organisateurs venaient dans son lycée pour choisir les ados qui feraient le plus apitoyer les spectateurs, comme un casting, pour utiliser ses propres mots. Il rajoute que jamais il ne sélectionnait ceux qui avaient la joie de vivre et seraient capables d'humour sur le plateau. Pour eux, on est cassé et à réparer. Je vous laisse imaginer l'impact qu'a cela sur un enfant handicapé à qui on dit « Toi, tu es cassé ». Inférieur à moi valide. La violence que c'est. Ensuite, je rappelle que c'est de très loin la plus grande représentation de France du handicap. J'espère que là, vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur nous, personnes handicapées en grande échelle, qu'on nous perçoit comme ça, et à quel point ça fait des dégâts, à quel point ça rend plus compliqué d'obtenir des droits, d'être juste perçu comme une personne. Une autre forme de capacitisme très répandue, c'est ce qu'on appelle la psychophobie. C'est la peur d'une personne et la catégorisation des personnes de par ce qu'on leur implique de particularités mentales. Je vous laisse en compagnie du docteur Jean Alexanian de Fou de Normandie qui va vous expliquer dans une petite intervention vocale la psychophobie en utilisant pour exemple l'emploi de la schizophrénie comme une insulte dans le langage commun et comme étant quelque chose de dégradant. Bonjour, je suis le docteur Alexanian. Alors, qu'est-ce que t'en sais des symptômes trop du mon petit gars? Je suis psychiatre et puis je participe à une association qui s'appelle Fou de Normandie et j'anime une chaîne YouTube du même nom, la chaîne de l'association Fou de Normandie, pour parler de psychiatrie, pour parler de psychoéducation, parce que nous on pense à l'association que c'est extrêmement important que les gens puissent être compétents dans le domaine de la psychiatrie pour mieux identifier les troubles d'une part, mais aussi mieux se prendre en charge d'autre part, parce qu'en fait nous on pense que plus on est expert dans un sujet qui nous concerne, mieux on peut se prendre en charge, et il n'y a pas de raison que le savoir soit réservé strictement aux médecins. On parlait de la schizophrénie, alors sur qu'est-ce que c'est la schizophrénie, médicalement parlant, c'est pas avoir deux personnalités, ça souvent les gens se trompent, on a ce cliché, cette idée qui est totalement fausse de la schizophrénie. Les gens qui souffrent d'une schizophrénie, ils souffrent de trois grands syndromes, de trois grands troubles, d'une sorte de ce qu'on appelle un trépied. Le premier pied du trépied, il y a fréquemment des délires et ou des hallucinations, c'est-à-dire des croyances complètement fausses et pathologiques. Il ne suffit pas que ce soit faux, il faut que ce soit pathologique, c'est-à-dire que des croyances qui peuvent les mettre en danger, comme par exemple des idées de persécution, paranoïdes, c'est-à-dire on me veut du mal, il y a un complot contre moi mais je ne sais pas ce qui se passe, on cherche à me tuer, on cherche à me faire du mal, etc. Ça c'est une idée délirante. Et puis il y a souvent aussi des hallucinations, souvent acoustico-verbales, c'est-à-dire des hallucinations qu'on appelle
auditives qui sont effectivement fréquentes. Et ça peut être typiquement une voix qui, la personne qui souffre de schizophrénie entend dans sa tête, qui lui dit on va te tuer, on va te faire du mal, il va t'arriver des problèmes, etc., t'es nul. Donc ça, c'est le premier pied du trépied, la symptomatologie qu'on appelle positive, donc de délire et ou d'hallucination. Il y a un deuxième pied dans le trépied qu'on appelle la désorganisation. Donc la désorganisation, elle est comportementale, elle est émotionnelle. Donc pour vous expliciter les choses, pour vous donner des exemples, une désorganisation des idées, c'est par exemple un relâchement dans les associations. C'est-à-dire qu'on va parler de choses qui n'ont plus trop rien à voir les unes avec les autres. On va faire des associations qui sont un petit peu inappropriées. Bah, t'apprendras que j'étais un éléphant quand ta mère changeait les fauteuils de ton tournevis. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une bonne connue. La désorganisation émotionnelle, c'est une désorganisation finalement où les émotions, eh bien, elles vont être relativement inappropriées. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir une sorte d'émoussement des émotions, c'est-à-dire que les émotions vont être un petit peu altérées. Et puis en plus de ça, il va y avoir des émotions qui ne vont pas être concordantes avec ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est-à-dire, je sais pas moi, si vous êtes joyeux pendant un enterrement. Levez-vous. Épître selon. Pardon. Le micro s'est détaché. Épître selon paf patatrac, pardon. Le micro s'est détaché. Qui en sortant de la main se secoue le bas des reins, coin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Et si vous avez en plus des raisons légitimes d'être triste, mais que vous êtes joyeux, bien là, c'est une désorganisation émotionnelle. Vous n'êtes pas finalement syntone avec ce qui se passe dans votre environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très handicapant. Vous comprenez bien que les hallucinations, c'est très handicapant, ok. Mais ça aussi, c'est handicapant parce que quand vous êtes désorganisé dans votre pensée et que du coup, ce que vous dites, les gens ont du mal à le comprendre. Donc vous êtes désorganisé dans vos émotions et que ce que vous exprimez comme émotion n'est pas en concordance, n'est pas en adéquation avec ce qui se passe, et bien socialement, c'est extrêmement handicapant, évidemment. Et puis il y a une désorganisation qui est aussi comportementale, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir un comportement qui va être considéré par les autres comme étrange, avec des gestes, des mimiques, des attitudes, des positions qui vont être un petit peu étranges. Donc bref, de manière générale, il y a une désorganisation de l'individu et c'est donc le deuxième pied du trépied. Le premier, on le rappelle, c'est le délire et ou hallucination. Le deuxième, c'est donc cette désorganisation de l'ensemble de l'individu. Et le troisième pied dans la schizophrénie, eh bien, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs à tort le repli autistique. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de repli autistique? Pour donner une image, imaginez une sorte de grande balle, de grand ballon dans une piscine à balles. Une grande balle dans une piscine à balles, eh bien, sa surface va toucher plein d'autres petites balles. Elle a un contact, elle a une surface de contact avec l'extérieur qui est très importante. Et donc, on peut prendre cette image pour, par exemple, essayer de comprendre que la vie sociale de quelqu'un, c'est plein de petits contacts avec plein de petites balles un peu partout. Alors, telle amitié, tel autre ami, telle activité de loisir, telle activité professionnelle, telle activité sentimentale, amoureuse, voilà, X ou Y. Et dans la vie, finalement, on a tous une surface de sociabilité qui est large et qui touche plein de petites sphères différentes et ça fait partie de notre vie et c'est notre vie. Eh bien, le repli autistique, c'est comme si vous imaginiez cette sphère qui commence à se réduire et devenir toute petite progressivement. C'est quelqu'un qui, quand il souffre de schizophrénie, petit à petit, va finalement se replier, va réduire sa surface de contact avec l'extérieur. Et donc, c'est quelqu'un qui va moins sortir de chez elle, moins avoir d'interaction sociale, ensuite se recroqueviller dans sa chambre, ne plus manger avec les autres, commencer à faire que des jeux vidéo à la maison, par exemple, ou des choses comme ça. Et il va commencer vraiment à restreindre sa surface de contact avec l'extérieur, quel que soit le type de contact et de choses qu'elle faisait avant. Donc ça, c'est le troisième pied du trépied, donc c'est ce qu'on appelle à tort le repli autistique. Donc, premier pied, délire et ou hallucination, deuxième pied, la désorganisation de l'ensemble de l'individu, et troisième pied du trépied, ce repli autistique. Donc ça, c'est ce qu'est la schizophrénie. Vous comprenez bien que sous ça, c'est pas du tout ce que les gens imaginent quand ils pensent à quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie. Les gens, souvent, ils imaginent des gens violents, agressifs, ce qui peut arriver. Il faut pas non plus tomber dans la caricature. Il n'est pas question de dire que quand on délire, qu'on hallucine, qu'on est dans une période extrêmement productive de délire et d'hallucination, il n'y a pas un risque d'agressivité. Bien sûr qu'il y a un risque d'agressivité. Quand vous pensez dans votre tête que tout le monde vous en veut et qu'on vous veut du mal, bien sûr qu'une minorité de ces personnes-là vont avoir une réaction de défense qui va être agressive. C'est pas la majorité des personnes
personnes qui souffrent de schizophrénie. Et de manière générale, on sait que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont beaucoup aussi plus victimes de violences que les autres. Et donc finalement, quand on fait un rapport entre leur agressivité et à quel point ils sont victimes, ils sont pas plus déséquilibrés que les autres dans leur rapport aux autres finalement. Donc vous voyez que ça aussi, c'est un cliché qu'on a. Petit 2, quand ces personnes sont prises en charge, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que vraiment, la dangerosité revient à un niveau tout à fait normal, voire même plus faible que la moyenne. Elles sont beaucoup plus victimes qu'elles ne sont dangereuses. Et donc voilà, il faut sortir des clichés dans un sens comme dans l'autre. Parce que, encore une fois, moi, je veux pas qu'on tombe dans une sorte d'angélisme où on dirait que les personnes schizophrènes sont formidables, aiment tout le monde, etc. Enfin, ce serait tout aussi ridicule que de dire qu'elles sont dangereuses tout le temps. C'est absurde. Mais oui, il y a effectivement un risque d'agressivité, notamment dans les périodes les plus délirantes, les plus productives. Mais sous traitement, ce n'est plus vrai d'une part. Et de toute façon, ça ne touche pas toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc ça, vraiment, c'est très important de rappeler que ce préjugé sur la dangerosité, il est à nuancer vraiment. De manière générale aussi, vous me parlez de l'utilisation du mot schizophrène comme une insulte dans le langage courant. Alors c'est effectivement, si ce n'est une insulte, en tout cas quelque chose qui vise à dénigrer la personne de toute façon. C'est-à-dire que c'est une manière de diminuer la personne à qui on le dit. D'abord, c'est bête, on ne devrait pas diminuer les personnes à qui on parle, on devrait les élever quand elles en ont besoin. Petit 1 et petit 2, quitte à vouloir les diminuer, peut-être les diminuer sur le contenu de ce qu'elles disent et non pas en leur balançant quelque chose qui a pour objectif de les stigmatiser. Évidemment, ce n'est jamais employé à raison. Jamais. Parce que si vous êtes docteur et que vous savez que la personne est schizophrène, de toute façon, vous n'avez pas le droit de le dire. Donc, de toute façon, vous n'avez pas de raison de le dire. Donc, c'est employé à tort. Et en général, de toute façon, vous n'êtes pas psychiatre et donc vous n'êtes pas capable de savoir si quelqu'un est schizophrène ou non, même si elle vous le dit. Je ne suis pas médecin, mais je pense, etc. Et après cette déclaration honnête d'incompétence, s'ensuivaient des injonctions sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement. Ça m'avait étonné qu'on puisse avoir autant d'assurance, alors même qu'on vient de déclarer qu'on est incompétent. Mais quand bien même vous auriez raison. Mais écoutez, c'est absurde comme insulte et comme attitude. D'abord, quelqu'un qui est schizophrène peut tout à fait dire des choses sensées. Il n'y a aucune raison que quelqu'un, notamment quand il est traité, mais pas que d'ailleurs, mais en tout cas, notamment quand il est traité, il n'y a pas de raison qu'il dise des bêtises en permanence. Il peut dire des choses très intéressantes, très intelligentes et très subtiles, d'accord ? D'autre part, quand bien même il y aura une altération de son jugement, un trouble du cours de la pensée, une désorganisation de sa pensée, et que cette personne dit et des idées persécutives ou paranoïaques, et que cette personne dise des bêtises, parce que ça, effectivement, ça peut arriver, le renvoyer à son trouble, à sa maladie, c'est bête. C'est bête. Donc si vous voulez, vous n'avez jamais de bonne raison de dire de quelqu'un qu'il est schizophrène, jamais. Que ce soit vrai, faux, que ce qu'il dit soit effectivement en lien avec sa pathologie ou pas, de toute façon, c'est jamais une bonne solution de dire que quelqu'un est schizophrène pour essayer de le diminuer. De manière générale, il faut vraiment comprendre que ça rentre dans une culture qui est fondamentalement psychophobe. C'est-à-dire que nos sociétés sont psychophobes parce que c'est extrêmement angoissant, les troubles psychiatriques. C'est quelque chose que les gens comprennent pas parce qu'il n'y a justement pas de culture populaire de la psychiatrie. Et plus on explique finalement les troubles, plus les gens comprennent, moins ils jugent. Vous ne pouvez pas juger quelque chose que vous comprenez. Vous le comprenez, c'est trop tard. Et quand on arrête de juger, on est moins psychophobe. Notre société, comme elle ne connaît rien, elle est très psychophobe. Surtout sur ce sujet qui est vraiment très anxiogène, encore une fois. Quand la société ne connaît rien à la physique des particules, elle n'est pas physique des particulophobe, parce que c'est pas très angoissant, la physique des particules. Par contre, les troubles psychiatriques, ça touche beaucoup de gens. C'est quelque chose de très intime, qui touche à l'identité même de l'humain. Et là, finalement, ça fait peur. Et donc, il y a de la psychophobie. Si vous avez une maladie de votre ongle, il n'y a pas de réaction très émotionnelle à ça. Si vous avez une maladie de votre esprit, votre psychisme, là, il y a des réactions émotionnelles. L'ongle caractérise beaucoup moins l'identité humaine que le psychisme, que la pensée, que les émotions. Et donc, quand on touche à ça, à la pensée, aux émotions, forcément, si on ne comprend pas ce qui se passe, on a peur. Et quand on a peur, on est agressif, on est violent, verbalement, physiquement, et c'est terrible. Donc vraiment, le travail de psychoéducation, il sert aux gens, éventuellement à qui il peut servir directement, aux gens concernés par les troubles psychiatriques, ou aux familles de personnes concernées, mais je pense aussi qu'il est utile pour la société elle-même, pour lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir moins peur, et donc d'être moins psychophobe. Et donc de mieux accueillir cette diversité qui existe, qui est parfois tout à fait positive. Parfois, cette diversité, elle est pathologique. Il n'est pas du tout question de dire, encore une fois, que la schizophrénie, c'est pas un trouble et qu'il ne faut pas le soigner. Bien sûr que si, il faut le soigner. Simplement, mieux accueillir cette différence, savoir quand elle est enrichissante, quand elle est handicapante pour la personne, savoir comment traiter les choses, ça permet de mieux comprendre et donc de moins juger. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci de m'avoir demandé mon avis sur ces sujets. J'étais très honoré de vous en parler et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Petite parenthèse, si jamais vous vous demandez si ce que vous vous apprêtez à dire ou ce que vous êtes en train de penser est capacitiste,
tentez un petit truc. Si vous croisez un non-voyant et que vous trouvez qu'il est plutôt bien habillé, la phrase « vous êtes quand même vachement bien habillé pour un aveugle » part sans doute pas d'une mauvaise intention. Je pense pas que la personne qui a dit ça un jour, qu'on peut entendre dans les premières scènes de cette vidéo, ait été fondamentalement mal intentionnée en disant ça, mais tentons une petite expérience. Vous êtes quand même vachement bien habillé pour un chinois. Là, tout de suite, vous le reconnaissez. C'est le bon vieux racisme. Donc ça veut dire que la phrase d'avant est capacitiste. Si vous attribuez une caractéristique positive ou négative à quelqu'un juste parce qu'il est handicapé, ou juste parce qu'il est issu d'un groupe social, ou juste parce qu'il est issu d'une couleur de peau, d'une origine, etc., c'est du racisme, c'est du capacitisme, c'est de la discrimination. Parfois positive, mais même la discrimination la plus positive a souvent un impact extrêmement négatif, pas toujours vraiment conscient, mais extrêmement négatif, et surtout sur les principaux concernés. Pour reprendre le terme communément utilisé dans la communauté militante, l'inspiration porn. Simplement le fait de souligner le courage et le modèle que sont ces personnes handicapées qui s'en sortent malgré leur handicap. En fait, le gros problème, il est double. C'est que déjà, pour une personne handicapée qui ne s'en sortira pas ou qui ne fera pas les mêmes choses, puisque vous, en tant que valide, vous n'êtes pas astronaute. Pourtant, j'en connais des valides qui sont astronautes. Ça veut pas pour autant dire que vous êtes particulièrement un raté ou que vous êtes particulièrement plein de défauts. Ça veut simplement dire que, bah voilà, pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas astronaute, la vie faisant que. Comme une personne handicapée peut ne pas arriver à faire quelque chose qu'une autre arrivera à faire, et inversement. Voilà, il y a plein d'activités en commun sur lesquelles on se rejoint, et il y en a d'autres sur lesquelles on se rejoint moins. Et c'est normal, puisque nous sommes des humains qui nous intéressons à des choses différentes, et qui réussissons des choses différentes. En bref, donc si par exemple une personne aveugle n'arrive pas à faire quelque chose que moi je fais, et qu'un valide lui dit « mais c'est étrange, pourtant je connais machin qui fait des trucs que toi tu fais pas », c'est extrêmement négatif pour la personne. Comment voulez-vous, si on vous lance ça au visage régulièrement, progresser, soit pour faire les mêmes choses, soit pour vous dire que merde, non, ça vous intéresse pas et que vous avez envie de faire autre chose. On vous conditionne, immanquablement. Généralement, en termes de prise en compte et de point de vue sur le handicap, on classe les choses de deux manières dans deux grandes catégories. Alors évidemment, la réalité, ce ne sont pas ces catégories-là au mot près, c'est simplement deux catégorisations dans les grandes largeurs. Celle actuelle de notre société, pour classer le handicap, c'est ce qu'on appelle la conception médicale. Dans cette conception, la personne handicapée est une personne, mais elle est principalement défectueuse. Et donc à réparer par l'ingestion de médocs, par la rééducation, etc., etc. Ce n'est pas à la société de prendre en compte ces différences, mais c'est à la médecine de réparer la personne, de la rendre fonctionnelle pour qu'elle ne soit plus handicapée et que le problème du handicap disparaisse et ne se pose pas à la société. De l'autre côté, on a la conception sociale du handicap qui, elle, dit que l'handicapé n'est pas juste un handicap, qu'il est avant tout une personne et que la société doit se montrer inclusive, ouverte à la différence pour permettre l'accès à cette personne à la même vie que les autres. Comme je sais que tout ça peut sembler assez abstrait, on va prendre un exemple. Je suis commerçant. Dans mon commerce, il y a un escalier. J'ai le choix. Je peux soit me dire que c'était une erreur de faire un escalier, rendre cet escalier comme étant un plan incliné sur lequel tout type d'objets roulants peuvent passer. Un fauteuil roulant, une poussette, une personne avec une valise lourde, un caddie, le diable, non pas Lucifer, le diable où on met les palettes dessus, etc., etc. Je peux attendre. On peut imaginer que le fauteuil électrique qui monte les escaliers et qui les redescend sans le moindre problème existe, qu'il ne coûte pas 12 millions d'euros et qu'il est accessible à tous. Bon, je peux tout simplement attendre que ces personnes bénéficient toutes d'un fauteuil roulant, du turfu qui monte les escaliers, une valise avec un moteur électrique, une poussette qui monte les escaliers, etc., etc. Et mon diable sera bientôt capable de monter un escalier, parce que quand même, le pauvre Lucifer, on ne peut pas nier que les aides techniques sont importantes, et le fait de tenter de faire aller mieux les gens par la médecine et par la science soit une bonne avancée. Cette vidéo est déjà monstrueusement longue, et il y aurait tellement de sujets à aborder autour du capacitisme, de comment ça vous impacte, vous, en tant que personne handicapée, de comment ça impacte les personnes valides, de la peur du handicap que ça génère aussi, puisque si être handicapé, c'est moins dramatique. Et attention, par là, je ne veux pas dire que c'est une promenade de santé. T'imaginer perdre la vue, c'est flippant et ça se comprend. Imaginons que nous vivions demain dans une société plus ouverte, où chaque personne a une égalité des chances, des droits à toute épreuve et une citoyenneté égale à celle des autres. Que les informations sur le handicap ne soient plus gérées par des associations dont le but est de vous faire peur et de vous susciter une émotion, puisque clairement, on va pas se cacher, la pompe à fric principale, ça reste quand même l'émotion. Parlez aux gens.
pour leur dire que nous aspirons tous à une citoyenneté la plus normale possible, qu'en fait, nous sommes des personnes. Vous allez très vite les saouler. Par contre, toucher les gens en leur parlant directement à leurs émotions, soit en montrant un handicapé surhomme qui dépasse toute limite, on atteint le point leçon de vie. Cet homme est tellement courageux. Donnez, soutenez-le. Alors évidemment, tout de suite, ça parle aux émotions, on s'imagine, nous, à sa place. Alors évidemment, il faut soutenir cet effort, ce courage incroyable, alors on donne. À l'inverse, dans une publicité, montrer un handicapé qui galère et qui fait des choses du quotidien, dans la misère, dans la débrouillardise élémentaire, mais qui en même temps souffre. Touchez la pitié des gens et vous leur ferez donner encore plus de pognon. C'est un peu le concept de la fameuse campagne que j'avais déjà démontée sur ma chaîne, dans un T'as vu comme il nous voit, de la VH qui disait « Et vous, avez-vous déjà fait ceci dans le noir ?» Évidemment que non, la plupart des gens voyants n'ont pas traversé une route les yeux bandés. Et ça serait complètement ridicule, parce que la plupart ont aucune idée de comment on fait. Ils se mettraient juste en danger. Enfin bref. Mais tous les gens voyants s'imaginent assez facilement, privés de la vue du jour au lendemain, à devoir traverser une route, l'angoisse terrible de se sentir complètement désorienté, sans ce sens tellement facile à utiliser. On se retrouve au milieu d'un capharnaüm de bruit qu'on n'est pas habitué à identifier, incapable de savoir si on va se faire écraser ou pas. C'est limite un jeu de survie. Il devrait y avoir une jauge de stress et des points à gagner à la fin. C'est pour ça que, pour lutter contre le capacitisme, dans l'état actuel des choses, je pense qu'on peut difficilement attendre des grosses associations qu'elles le fassent. Déjà, la plupart ne sont même pas au courant de son existence. Parfois même, c'est juste que c'est leur pompe à fric principale, sans même qu'ils le sachent. C'est le fondement même des rendements et des fonds de ces associations-là. Comment peut-on décemment leur demander de scier la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes? Quant à nous militants, sachons tous également que le capacitisme est tellement répandu dans ce monde que personne n'y échappe, même pas nous. Il nous est tellement enseigné dès l'école, inculqué depuis notre plus tendre enfance qu'on ne peut pas y échapper. On peut tenter de s'en prémunir au mieux, on peut essayer d'en chasser la moindre trace autour de nous, mais il faut pas non plus se faire des ennemis pour rien. On n'est pas là pour faire une opposition entre les handicapés et les valides. Sinon, qui serions-nous pour réclamer une société inclusive si c'était en discriminant une partie de la société? Donc, chassons le capacitisme, apprenons à le repérer, mais ne nous en rendons pas malades non plus. Dénonçons-le en vidéo puisqu'il faut le faire. Parlons-en. Si on le peut, faisons changer les grosses associations. Et d'ailleurs, j'invite tous les militants qui se battent également contre le racisme à se renseigner sur la pensée essentialiste. Si c'est pas déjà fait, c'est un point crucial. On peut pas lutter chacun dans notre coin contre une discrimination. Ça serait comme tenter d'abattre un arbre en coupant seulement les branches. Il faut qu'on comprenne ce qui est à l'origine de toutes ces discriminations. Le tronc commun, c'est la pensée essentialiste, pour la plupart. Une fois qu'on aura appris à l'expliquer, à la faire comprendre aux gens, sans s'en faire des ennemis, peut-être qu'on pourra les inciter à faire un peu attention à la méthode avec laquelle ils se mettent des trucs dans le crâne. Quant à moi, je pense que je vais vous laisser. Je viens de revenir en vie. Et j'ai tout un tas d'autres vidéos à vous préparer. J'aimerais beaucoup faire un épisode sur le militantisme et sur la manière de militer. Enfin, pour tout ça, il nous faudrait vraiment quelque chose pour prendre un peu de hauteur. Un outil qui nous permettrait de rester critiques pour pas focaliser les débats sur des oppositions entre les gens, mais tenter de les faire réfléchir un peu autrement. Mais ça, à l'heure actuelle, je suis pas sûr qu'on puisse y arriver tout le temps. Enfin bon, si jamais il y avait une solution... Transfer of data is complete. Ici l'amiral Owen. L'amiral Owen. Rejoignez-moi sur le spatiodoc. Ordinateur, énergie. Bonjour, amiral. Que me vaut le plaisir? Ah, capitaine. Je voulais vous présenter quelqu'un. Allons-y.
Magnifique. Voici l'USS Défiant V19.02. Magnifique, vraiment. Vitesse de distorsion 9,99, canon phaser avant et arrière, lance-torpille à manifestation quantique, canon à émetteur subsonique, bouclier occulteur, moteur à micro-singularité, bref, le dernier prototype des ingénieurs de Starfleet. Il a l'air d'être prêt à voler en plus. Si vous voulez bien le mettre à l'épreuve. Bien, amiral. À vrai dire, je ne sais pas qui de lui ou de moi est le plus pressé de décoller. Alors, capitaine, je vous laisse les commandes. Conseillez à tout le personnel d'évacuer la zone. Ordinateur, ouverture du sas d'embarquement. Essayez juste de nous le ramener entier. Merci, amiral. Je ferai de mon mieux. You will need a BFS pre-flight uplink loading. Yes, sir. Copy. Tell weather. Flight tell weather. You have no updates. Verify no updates. Not since I last voiced them to you. Flight observed and forecast go at all 3 sites. Copy that. Forecast 6,000. It wouldn't matter anyway because it's still a go still a go forecast. Tell weather. We have Bon. On est prêt à y aller? Crampon d'amarrage, propulseur, nacelle de distorsion, système son, esprit critique, paupières, j'aime, commentaire, partage, abonnement, cloche. Ok, on est prêt. Ordinateur, décollage. Contrôle, ici USS Défiant. Nous nous préparons à activer le moteur à micro-singularité. Reçu, Défiant. Attendez d'être à distance pour allumer le moteur à micro-singularité. Reçu, contrôle orbital. Nous restons prêts à enclencher la compression de matière dès que nous serons à 800 000 UA. Contrôle pour Défiant. USS Défiant à l'écoute. Un nouveau code d'identification spécial a été transmis par Starfleet. Reçu, contrôle orbital. Restons en attente de notre nouveau code d'identification. Défiant, votre code pour l'émission spéciale sera Papa Mike Romeo. Reçu, contrôle orbital. Notre nouveau code d'identification sera Papa Mike Romeo. Papa Mike Romeo pour contrôle orbital. Paré à activer le moteur à micro-singularité. Compris, Mike Romeo. Compression de matière en cours. Bon voyage, Mike Romeo. Amenez-nous un petit morceau de galaxie. dun